Bienvenue à toutes et à tous pour ce 4e jour de la semaine de l'IA de chez Sephora. Après avoir parcouru ce que c'est l'IA de façon assez globale, regardé le fonctionnement plus technique de l'IA et enfin regardé dans l'application au travail comment ça peut se passer hier, nous allons passer aujourd'hui sur les pièges et les questions éthiques liées à l'IA. En effet, ce n'est pas toujours la chose la plus facile, il faut considérer plusieurs éléments et comment aborder tout ce qu'on a vu les derniers jours pour les appliquer au quotidien. Je m'appelle Robrecht van Acker, je serai votre hôte d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, quelques annonces pratiques. Avant tout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il n'y a que le chat privé qui sera accessible. Vous êtes nombreux et nous en sommes ravis, mais ça voudra dire qu'on n'aura peut-être pas le temps de parcourir toutes vos questions. Nous ferons de notre mieux de répondre aux questions les plus pertinentes. Si vous avez des problèmes techniques, il y a un bouton qui s'appelle pas d'image ou de son juste en dessous de votre écran. Cliquez dessus et suivez les étapes. Si ce n'est pas assez, n'hésitez pas aussi à envoyer un petit message dans le chat pour demander de l'aide et du soutien. Finalement, si l'intérêt pour l'IA a été suscité grâce à ce webinaire une fois de plus, vous pouvez aussi poser des questions dans le chat où un conseiller du service de clientèle est présent pour répondre à toutes vos questions. Attention, ces formations sont destinées exclusivement aux membres employés de la PC 200. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Jérémy Lamry. Jérémy est un entrepreneur et chercheur français spécialisé dans l'adaptabilité et le potentiel humain à l'ère moderne. Ses travaux d'avant-garde sur les compétences sont suivis et reconnus dans le monde entier. Il a cofondé plusieurs organisations, dont le Lab RH, Monkey Tie, le Hub France IA et plus récemment Tomorrow Theory, dont il occupe le poste de CEO. Il a étudié la physique à Oxford ainsi que la stratégie à HEC Paris et est titulaire d'un doctorat de Paris Descartes en psychologie. Auteur de plusieurs ouvrages publiés chez Duno et EMS et conférencier international sur le futur du travail et des organisations, il est également professeur à Sciences Po Paris et investisseur dans plusieurs entreprises à succès. La prochaine heure, Jérémy nous plongera dans le monde de l'IA. La première moitié récapitulera les sessions des derniers jours avant de se plonger par la suite dans l'éthique de l'IA à proprement dire. Cette présentation est préenregistrée et sera suivie d'une séance de questions-réponses de 30 minutes avec Rebecca Stéphanie Renverso, qui est la cofondatrice et CFO de chez Tomorrow Theory. Je laisse maintenant la parole à Jérémy Lamry en vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis content d'être avec vous. Alors je ne peux pas être présent aujourd'hui avec vous physiquement, néanmoins je tenais vraiment à enregistrer cette vidéo pour pouvoir proposer une expérience au plus près de ce que j'aimerais que vous puissiez vivre. Je remercie vraiment Yann Paulet pour l'invitation à partager avec vous aujourd'hui sur ce sujet de l'intelligence artificielle face au futur du travail. Et on est parti pour à peu près 40-45 minutes d'une intervention qui, j'espère, vous donnera envie de poser beaucoup de questions à mon associé Rebecca un peu plus tard. Alors déjà, quand on parle d'intelligence artificielle, pour moi, en fait, on est surtout dans un contexte. L'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui date des années 40, on va y revenir. Mais ce qui est important, c'est de comprendre aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Depuis plusieurs années, en fait, depuis les années 90, le monde a profondément évolué. Pourquoi ? Parce que à la fin de la guerre froide, le monde s'est complètement reconfiguré. Pendant la guerre froide, le monde, c'était deux grandes polarités. D'un côté les gentils, d'un autre côté les méchants, suivant à qui on demandait. Et donc on avait les polarités de l'Ouest et de l'Est. Et surtout, le monde était divisé en deux grands blocs et cette réalité était rendue facile à lire, notamment pour les Américains qui, à la sortie de la guerre froide, se sont retrouvés un petit peu entre deux eaux à essayer de comprendre finalement qui étaient leurs alliés, qui étaient leurs ennemis, dans un monde où il n'y avait plus juste deux camps. Et c'est pour ça que l'armée américaine, dans les années 90, a créé le concept de VUCA. VUCA sont 4 lettres, volatile, incertain, uncertain en anglais, complexe, ambigu. Volatile, incertain, complexe, ambigu. Et ce terme, il visait à définir la manière dont le monde était en train d'évoluer et dont on pouvait le lire. Le monde n'était plus siloté, mais le monde devenait complètement éclaté et surtout de plus en plus imprévisible. Ça, c'était quelque chose en fait qui convenait à l'armée américaine pour essayer de décrire un petit peu la manière dont l'armée pouvait se réorganiser. Mais petit à petit, cette notion a
est entré dans des sphères un petit peu plus académiques, jusque dans le monde de l'entreprise. Et maintenant, c'est devenu courant. On dit souvent dans le monde de l'entreprise, oui, le monde est VUCA, etc. Ça fait bien en soirée. Depuis le Covid, ce terme a encore évolué. Donc depuis le Covid, on dit plus que le monde est VUCA, on dit que le monde est banni. Donc c'est toujours une invention de l'armée américaine. Ce sont toujours 4 lettres qui veulent dire des choses pas forcément très réjouissantes. Donc le B, c'est brittle, ça veut dire fragile. Le A, c'est anxiogène. Le N, non linéaire. Et le I, incompréhensible. Donc là où avant on avait VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, aujourd'hui on se retrouve avec fragile, anxiogène, non linéaire, incompréhensible. Donc banni ou fanny en français. La différence entre les deux, bon, vous aurez compris, dans les deux cas c'est le gros bazar, mais la différence entre VUCA et banni, c'est que le monde banni, il ne concerne plus simplement notre lecture du monde, mais aussi l'expérience qu'on en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'ils s'en fichaient un peu, que le monde soit compliqué, tout ça. Ce qui compte, c'est comment eux le ressentent. Et dans ce monde, en fait, on sent que tout est fragile, que tout est extrêmement anxiogène, qu'on ne comprend plus ce qui se passe. Et tous ces éléments-là, en fait, sont à prendre en compte parce que, notamment dans l'entreprise, tout est devenu question d'expérience. On parle d'expérience candidat, on parle d'expérience collaborateur. Et tous ces sujets, en fait, ça veut dire que vous avez beau avoir, par exemple, le meilleur processus de recrutement au monde, si vos candidats trouvent qu'il est nul, parce que c'est comme ça qu'ils l'expérimentent, il est nul. Ce sujet d'expérience, il est au cœur. Là où au XXe siècle, on pensait en termes de processus, on pensait en termes d'absolu, aujourd'hui, au XXIe siècle, on est vraiment en train de penser en termes d'expérience, d'individualisation, de processus qu'on va devoir à chaque fois contextualiser. Et toutes ces choses-là, ça crée un peu un monde dans lequel il y a plusieurs milliards de vérités pour chaque chose à chaque fois. C'est assez compliqué, mais surtout, ça crée un monde dans lequel, en fait, on peut bâtir sur peu de choses parce qu'il y a tellement d'événements qui se passent en permanence qu'on n'avait pas prévu. Vous pensez au Covid, mais vous pensez à toutes les catastrophes naturelles, vous pensez à tout ce qui est en train d'arriver. Et globalement, quand on allume les médias aujourd'hui, on s'attend plus à une mauvaise nouvelle qu'à une bonne nouvelle. C'est un petit peu le monde dans lequel on est entré. Et pour beaucoup de gens, ça peut vouloir dire en fait que le monde est moins bien qu'avant ou ce qu'on veut. Je pense pas que ce soit comme ça qu'il faille le lire. Il faut se rappeler que les médias ont pour habitude de surtout publier des informations négatives parce que c'est celles qui vont attirer et retenir l'attention. On va s'inquiéter pour soi et donc on va aller regarder un peu plus les médias. Dans le monde, il n'y a pas plus de choses négatives que positives qui se passent. On porte plus notre attention sur des choses négatives. C'est ce que vont faire les médias. Et c'est important de comprendre que tout ce contexte, VUCA, banni, avec les médias derrière qui nous propulsent plein d'infos négatives, en fait, c'est le contexte dans lequel l'intelligence artificielle comme ChatGPT a débarqué. Parce qu'il y a maintenant 3 ans, les intelligences artificielles génératives sont apparues, et avec ces intelligences artificielles génératives, on a voulu nous faire croire en fait que l'intelligence artificielle, c'était quelque chose de nouveau et quelque chose en fait qui allait complètement changer le monde. Bon, déjà, 3 ans plus tard, on voit que ça a changé des choses, mais on voit bien que ça n'a pas changé le monde encore. Et surtout, en fait, ces intelligences artificielles, beaucoup de gens en ont peur. Il y a des gens qui ont peur, en fait, qu'elles prennent le contrôle de l'humanité et qu'elles nous détruisent. Il y a des gens qui ont peur qu'elles piquent leur job. Il y a des gens qui ont peur que ça fasse n'importe quoi. Il y a des gens qui aimeraient peut-être se reposer dessus pour tout un tas de choses. Mais en tout cas, il y a beaucoup de fantasmes et il y a beaucoup de fausses idées. Ces fausses idées qui nous viennent d'une part du contexte ambiant, un contexte ambiant dans lequel on est plus habitué à des mauvaises nouvelles qu'à des bonnes. Donc quand l'intelligence artificielle arrive, inconsciemment, on doit se dire forcément qu'il y a pas mal de choses mauvaises qui vont arriver avec. Mais surtout, l'intelligence artificielle, dans la fiction, qui a nourri notre compréhension de l'intelligence artificielle, elle a souvent le mauvais rôle. Vous prenez Terminator, vous prenez iRobot, vous prenez 2001, l'Odyssée de l'espace, et plein d'autres. À chaque fois, l'intelligence artificielle, c'est celle un peu qui prend le contrôle et qui finalement va essayer de nous décevoir et va essayer de nous piéger. L'intelligence artificielle, c'est autre chose que ce qu'on en voit dans la fiction. Et pour comprendre ça, il faut remonter au début de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle vient de la Deuxième Guerre mondiale des années 40. En tout cas, le concept. Donc, on remonte un peu plus loin, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a maintenant 80 ans, un peu plus, avec l'équipe d'un monsieur qui s'appelle Alan Turing, en Angleterre. Vous avez peut-être vu, ces dernières années, un film qui s'appelle en anglais Imitation Game. Et donc ce film, c'est un film qui parle de la manière
dont Alan Turing et son équipe ont inventé le premier vrai ordinateur capable de casser un cryptage sur une machine de télécommunication. Donc cette machine de télécommunication, c'est la machine Enigma, qui était la machine avec laquelle les nazis s'envoyaient des messages cryptés. Et a priori, ces messages cryptés, on ne pouvait pas les lire, nous, en tant qu'alliés. Et donc, pour pouvoir en fait décrypter cette machine, il aurait fallu aux meilleurs mathématiciens du monde près d'1 mois pour casser le code. Sauf que ce code changeait toutes les 24 heures. Donc, le seul moyen d'arriver à casser ce code, c'était évidemment, puisqu'il n'était pas question d'aller voler le code, c'est pas comme ça que ça fonctionnait, il était donc question de créer une machine capable de casser le code plus vite qu'il n'était régénéré. Et ça a été le pari d'Alan Turing avec son équipe. Et il faut savoir que le film Imitation Game, qui a été traduit en code Enigma en français, il est 55% réel au niveau des faits historiques. Mais suffisamment pour qu'on puisse s'appuyer dessus pour ce dont on est en train de parler maintenant. Parce qu'effectivement, avec son équipe, ils ont réussi à créer une machine qui a cassé le code Enigma. Et grâce à ça, ils ont réussi à accéder à des informations extrêmement précieuses dont les nazis ne savaient pas qu'elles étaient espionnées. Et donc ça aurait permis de réduire la guerre de 2 à 3 ans. On dit ça aurait permis parce qu'on ne peut pas savoir, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a donné des informations tactiques et surtout, ça a permis aux Alliés de débarquer en plus grande sécurité parce qu'on savait ce que les nazis savaient ou non. Et donc, on savait un petit peu comment changer les plans ou comment les tenir. Ça a été le premier fait d'armes de l'intelligence artificielle, même si à l'époque, on ne peut pas vraiment parler d'intelligence artificielle. Déjà, le terme n'existe pas, et surtout, on est simplement sur une machine comme un ordinateur le ferait aujourd'hui. Et donc, Alan Turing, après la guerre, commence vraiment à se pencher sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Il ne lui donne pas encore ce nom-là, mais il a l'idée d'une machine qui serait capable de tout faire. L'idée d'une machine qui serait capable d'apprendre, de réfléchir et d'interagir au moins aussi bien qu'un être humain. Ces 3 termes sont importants. Apprendre, réfléchir, interagir. Donc, ce que fait Alan Turing, c'est qu'il crée en 1950 un petit test de pensée. Il se dit un jour, on va chatter avec une machine, on va échanger, on tapera sur notre clavier, on discutera avec la machine, et la machine nous répondra. Et ce sera tellement réaliste et crédible qu'on sera incapable de dire si c'est une machine qui est derrière en train de nous répondre ou si c'est un humain qui nous répond. Le jour où ça arrivera, on dira que la machine est capable de battre le test de Turing, parce qu'elle sera capable d'écrire aussi bien qu'un être humain, et donc ce sera de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce qu'on dit là, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on s'exprime comme un être humain qu'on est un être humain ou qu'on ressemble à un être humain. Il y a beaucoup d'autres qualités qui font l'être humain. Mais on parle d'une époque, dans les années 1940 et 50, où l'intelligence est encore pas forcément si bien comprise que ça. À l'époque, c'est encore le QI, le quotient intellectuel qui domine, qui règne. Et donc, on est encore sur une vision très cognitive de l'intelligence, où le but, c'est réfléchir vite, être capable de structure, de logique, de formulation. Et donc, toutes ces choses-là nous font penser que l'intelligence artificielle, c'est un peu ça. Et c'est ce qu'il faut retenir quand on pense aujourd'hui à intelligence artificielle, c'est que le terme a été inventé dans les années 50, quand on avait une compréhension de l'intelligence qui était encore assez basique. Et que donc, en fait, ce qu'est l'intelligence artificielle et la manière dont on la comprend a évolué au fil des décennies, au fil où on a fait évoluer ce qu'on comprenait comme étant l'intelligence. Par exemple, dans les années 90, a débarqué le quotient émotionnel avec les travaux de Daniel Goleman, et à partir de ce moment-là, l'intelligence est devenue autre chose. Il n'y a plus juste eu l'intelligence rationnelle, mais l'intelligence émotionnelle avec. Et donc, si aujourd'hui, on doit penser une intelligence artificielle, on aurait envie de se dire comment on fait pour qu'elle ait l'air de ressentir des émotions, ou en tout cas d'exprimer des comportements liés à des émotions. Un autre sujet, on va peut-être y revenir. Mais avant, on revient sur l'histoire de l'intelligence artificielle. Parce que là, avec ce grand moment en 1950, en fait, on commence à poser les bases de l'intelligence artificielle. Alan Turing meurt peu après, mais en 1956 a lieu la première grande conférence sur l'intelligence artificielle à l'université de Dartmouth en Angleterre. Et donc, ça réunit les 200 plus grands experts mondiaux dans des domaines qui sont liés à l'informatique, à la psychologie cognitive, à tout un tas de sujets dont on pense qu'ils sont nécessaires pour créer l'intelligence artificielle. Et le terme intelligence artificielle, il est officialisé à ce moment-là, dans les années 50, donc 1956. À partir de ce moment-là, l'intelligence artificielle devient une discipline. Une discipline qu'on va enseigner, une discipline sur laquelle on va faire des recherches, et donc pour lesquelles des gens pourront se faire financer, ce sera leur métier.
1956. Il a fallu attendre près de 40 ans, jusqu'au milieu des années 90, pour qu'on commence à avoir des percées réelles et fortes de l'intelligence artificielle. Parce que pendant 40 ans, on a eu plusieurs déserts de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on a eu des moments où, notamment les financeurs, se sont désintéressés du sujet parce qu'ils trouvaient que ça avançait pas assez vite. Ils pensaient en fait que c'était plutôt une chimère, qu'on n'y arriverait pas. Et il y a des moments où on a commencé un peu à y recroire et il y a eu quelques percées. Donc attention, dans ces époques-là, il y a eu beaucoup de gens qui ont théorisé sur le sujet. Mais quand on regardait les machines concrètement, ça marchait pas très bien. Au milieu des années 90, il s'est passé quelque chose. Moi, à titre personnel, c'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser à l'intelligence artificielle. Cet événement, c'est le fameux match contre Garry Kasparov, champion du monde d'échecs, et Deep Blue, une machine créée par IBM. Cette machine, elle avait été entraînée spécifiquement pour apprendre les échecs, jouer aux échecs et battre Garry Kasparov aux échecs. Alors, quand on creuse un petit peu, en fait, il y a eu 2 séries de 6 matchs. Une première série de 6 matchs où, à la fin, Garry Kasparov a gagné. Puis IBM a demandé une revanche, ce qu'on appelle un rematch. Et là, à ce moment-là, officiellement, sur l'ensemble des 6 matchs, IBM aurait gagné. Il y a une série sur Arte qui s'appelle Rematch, que je vous conseille, parce que c'est une série qui romance plutôt pas mal la manière dont ça s'est passé, et une série qui nous permet aussi de sous-entendre et de laisser penser et de comprendre en fait qu'IBM n'a pas gagné à la loyale. IBM a triché de tout un tas de manières en mettant Kasparov sur écoute dans sa chambre d'hôtel pendant ses entraînements, mais également en faisant jouer certains coups de la machine par des humains qui étaient derrière, qui étaient d'autres grands maîtres d'échecs qui avaient étudié les stratégies de Garry Kasparov. Donc tout ça faisant, c'était peut-être pas si magique que ça. Néanmoins, on était quand même sur une machine qui était capable de calculer 200 millions de coups d'échecs par seconde. Et ça n'avait jamais été fait dans l'histoire. L'algorithme lui-même s'appelait brute force, donc la puissance absolue dans le calcul mathématique. Et là, beaucoup de gens se sont dit, mince, est-ce qu'on arrive à l'intelligence artificielle ? Il y a un article du New Yorker, enfin, c'était même d'ailleurs sur la page d'accueil du New Yorker, qui titrait, en fait, sur la page de couverture, « Kasparov, le dernier rempart de l'humanité ». Parce que, toujours avec une compréhension un peu limitée de l'intelligence, beaucoup de gens se disaient « Ah, si la machine est capable de battre Kasparov, qui est l'une des personnes les plus intelligentes du monde, alors la machine est capable probablement de battre presque tout le monde sur Terre. » Donc on pensait qu'on arrivait au moment où les intelligences artificielles allaient peut-être prendre le dessus. Sauf que bon, déjà on ne parle pas d'une intelligence artificielle qui s'applique à la vraie vie, on parle d'une intelligence artificielle appliquée aux échecs. Et même si les échecs c'est extrêmement complexe et compliqué, on parle quand même d'un damier de 64 cases, de 32 pièces, qui ont chacune des coups extrêmement définis. Et donc, en fait, tout est calculable parce que les paramètres d'un jeu d'échecs sont extrêmement contrôlés. Alors oui, il y a plus de coups d'échecs possibles que d'atomes dans l'univers. Néanmoins, ça reste des probabilités facilement calculables parce que compréhensibles. D'un autre côté, la vraie vie, si on met une IA dans la vraie vie, on n'a pas 64 cases et 32 pièces, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc assez rapidement, les gens ont compris que cet algorithme qui était très bien pour jouer aux échecs, il était là pour jouer aux échecs. Petite anecdote sur le sujet quand même, on parlait beaucoup des États-Unis au début, il faut savoir que les États-Unis ont joué un rôle dans ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce qu'en fait, on est fin de la guerre froide, on est dans une ambiance où les États-Unis sont en train de créer des nouveaux équilibres, cherchent leurs nouveaux alliés, leurs nouveaux ennemis, et c'est important pour les États-Unis de rappeler quand même qui est le patron. Et donc c'est pour ça que c'est très bizarre, si vous regardez les vidéos d'époque, vous pouvez les retrouver sur Internet, entre Kasparov et Deep Blue, vous verrez que, en fait, Garry Kasparov, qui est juste un homme, et Deep Blue, qui est juste une machine créée par une entreprise, sont représentés chacun par le drapeau de la Russie et le drapeau des États-Unis. Et ça, c'est un signal géopolitique très très fort, et c'est un point à retenir, parce qu'on va le vivre dans les années qui viennent. L'intelligence artificielle a toujours été un enjeu géopolitique majeur. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, où ce qui s'est passé sur l'intelligence artificielle a changé le cours de la guerre, en passant par ce qui s'est passé dans les années 70, où un rapport anglais a permis de couper les financements dans le monde entier sur l'intelligence artificielle, et ça a entraîné la faillite de nombreuses entreprises américaines qui se lançaient dans l'intelligence artificielle. Dans les années 90, avec IBM qui a fait cette opération et qui a connu son cours de bourse le plus haut depuis plus de 10 ans. Donc à chaque fois, l'histoire de l'intelligence artificielle a été géopolitique.
Et ça a été vrai même ensuite, parce qu'après, de 96 à 2015, il ne s'est pas passé grand-chose. Bien sûr, il y a eu tout un tas d'inventions, d'innovations, de percées technologiques, mais qui n'ont pas permis de vraiment franchir un cap sur les capacités de l'intelligence artificielle. Parce qu'à la fin des années 90, l'intelligence artificielle sait calculer et apprendre. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'elle sache raisonner, ni qu'elle sache s'exprimer comme un être humain. Et donc, elle ne sait pas encore vraiment interagir. Et pour qu'une IA puisse interagir, il faut qu'elle comprenne le langage. Et comprendre le langage, c'est encore autre chose. Pour qu'une IA puisse comprendre le langage, en fait, il faut qu'elle comprenne ce qu'on dit et pas simplement les mots les uns à la suite des autres. Donc, un exemple que Gaspard, associé de Tomorrow Theory, aime beaucoup prendre, c'est l'histoire du terme avocat. Le mot avocat peut représenter le fruit ou peut représenter le métier. Et en fait, suivant que vous êtes en train de parler du fruit ou du métier, vous n'allez pas l'utiliser le mot de la même manière dans une phrase. Et c'est uniquement le fait de comprendre ce contexte qui va permettre de comprendre de quel avocat on parle. Ben ça, en fait, pendant très longtemps, les intelligences artificielles n'étaient pas capables de le faire. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, le langage était représenté principalement par des grandes bibliothèques, des bases de données, et c'était très dur d'associer tous les mots ensemble dans une phrase. Parce que la machine n'avait pas vraiment suffisamment de mémoire pour se rappeler de tous les liens. Ça a changé à partir de 2015. Et c'est encore une raison géopolitique qui fait que ce sujet a accéléré. En 2015, les États-Unis, toujours eux, sont aux prises avec ISIS, l'État islamique. Et le gouvernement américain notamment a un vrai sujet de sécurité nationale qui est que l'État islamique recrute sur le sol américain. C'est inacceptable pour le gouvernement américain et donc en fait il faut absolument mieux réguler Internet pour faire en sorte que les contenus soient mieux modérés et que l'État islamique ne puisse plus recruter des Américains sur le sol américain. Et donc pour pouvoir faire ça, le gouvernement américain va voir le portier de Google. Le portier d'Internet, et Google est le portier d'Internet. Donc le portier d'Internet à l'époque c'est Google, puisque plus de 80% de la population américaine accède à Internet grâce à Google. Le gouvernement américain demande donc à Google, mais en même temps aussi à Facebook, à Amazon, aux grands géants, de mieux modérer leurs contenus, notamment les contenus contenant du langage, texte et vidéo, pour s'assurer en fait que ces contenus soient légaux et conformes à l'idéologie américaine. Très compliqué à faire, puisque comme je vous le disais, à l'époque, la compréhension du langage, c'est principalement des mots-clés dans des grandes bibliothèques et que ça ne permet pas de comprendre le contexte. Ce qu'on peut faire avec ça, c'est interdire certains mots et quand on les repère, on enlève le contenu. Mais si moi, par exemple, je veux faire passer un message et que je veux ne pas me faire censurer, je vais simplement utiliser d'autres mots, je vais transformer le contexte et grâce à ça, hop, mon contenu passera entre les mailles du filet. Et donc, ça ne fonctionne pas. Et donc, en fait, le gouvernement américain donne 18 mois à Google pour transformer la manière dont on est capable de modérer les contenus sur Internet. Autrement dit, 18 mois pour créer une intelligence artificielle suffisamment puissante pour comprendre le langage. Et là, c'est un énorme challenge parce que personne ne sait faire ça dans le monde. Et ça va être une équipe de Google qui trouve, une équipe de Google Brain, qui est une équipe de recherche de Google dédiée à tout un tas de sujets sur les réseaux de neurones. Mais en fait, la manière dont ils vont trouver la solution est assez intéressante puisqu'ils s'inspirent d'une équipe interne qui est une équipe en charge de Google Maps. Donc, oui, les personnes qui ont vraiment apporté la solution aux IA modernes qu'on utilise, ce sont des gens qui pensaient toute la journée à des cartes routières. À l'époque, Google Maps sort d'une grande guerre contre Apple Plan. Dans cette guerre, en fait, il y avait le sujet de mettre beaucoup d'intelligence artificielle pour améliorer les GPS. Et en fait, les gens qui travaillent chez Google Maps, quand ils voient un petit peu les enjeux auxquels Google a affaire sur le langage, eh ben, ils font pas comme tout le monde. Les gens normaux, quand ils verraient un peu le langage et chercher une IA qui cherche à comprendre le langage, ils commenceraient par faire des dictionnaires. Eux, ils font pas du tout ça. Ils se disent en fait que le langage, c'est avant tout une carte. Donc ils se disent le langage, c'est des concepts. Et en fait, on pourrait très bien représenter tous les concepts du monde sur une grande carte routière et les relier entre eux. Imaginez par exemple que je veuille aller de Bruxelles à Paris en voiture. Ben, je vais faire probablement un trajet qui ressemble à quelque chose comme Bruxelles, Lille, Paris. Ça va être mon trajet. Premier apprentissage des ingénieurs, c'est que je n'ai pas besoin de connaître l'histoire de Bruxelles, l'histoire de Paris ou de Lille pour y passer. Ce sont des points de passage pour mon itinéraire.
mais en faisant ça, je les relis. Et ils se disent, si on est capable de faire la même chose avec du langage, ça fonctionne. Ça a l'air toujours très abstrait, donc on va essayer de comprendre. Imaginons que Bruxelles soit une carotte et que Paris soit une maison. Comment est-ce qu'on relie une carotte à une maison? Comment on fait l'itinéraire d'une carotte à une maison? En fait, ça veut dire, autrement dit, quel est le lien entre une carotte et une maison? Une carotte, on va la trouver dans le jardin. Le jardin, on en trouve souvent à côté d'une maison. Et donc, en fait, en faisant ça, on a relié une carotte à une maison. Carotte, jardin, maison. On aurait aussi pu dire, la carotte, on la trouve dans la soupe de légumes qu'on trouve dans la cuisine, qui est dans une maison. C'est une autre manière de faire le chemin. Autrement dit, du point de vue d'une carte routière, ce serait un autre itinéraire. Et ça commence à changer énormément de choses dans la compréhension de ce qu'est le langage, parce qu'on commence à comprendre en fait qu'on peut relier tous les concepts entre eux. Si on commence à faire ça, on est capable de relier tous les concepts entre eux et de comprendre comment tout est relié et donc comprendre le contexte de toute chose. Cette histoire d'avocat dont on parlait tout à l'heure, c'est plié. Parce qu'en fait, quand on sait à quoi le concept dont on parle est lié, en fait, on peut le comprendre beaucoup plus facilement sans le définir. Parce qu'en fait, une carotte, même si je ne sais pas ce que c'est, mais que je sais qu'elle est reliée à du vert, à un légume long qu'on trouve dans le jardin à côté des maisons, assez vite, je me dis, ça correspond à la description d'une carotte. Et ça commence à aider les intelligences artificielles à mieux travailler. Et ça, c'est la création de ce qu'on appelle les modèles transformers. Les modèles transformers émergent fin 2016, début 2017, avec un article scientifique hyper intéressant par l'équipe de Google Brain qui s'appelle « Attention is all you need ». Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, la théorie utilisée derrière, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'attention, qui permet de relier tous les mots entre eux dans une phrase et de les placer sur une carte routière pour comprendre à quel point ces mots sont distants les uns des autres. Et c'est ça qui permet de savoir en fait ce que veut dire la phrase et le sens de la phrase. Parce qu'encore une fois, quand on dit par exemple « Marie est malade, elle ne viendra pas aujourd'hui », pour un être humain, c'est très facile de comprendre que « elle », c'est Marie. Pour une machine, ça n'a aucun sens. Et donc en fait, grâce à la théorie de l'attention, quand on va regarder cette phrase « Marie est malade, elle ne viendra pas aujourd'hui », en faisant tous les liens, on comprend que « elle » ne peut se référer qu'à Marie. Et ça permet du coup de comprendre le contexte. C'est ce que font les modèles Transformers. Et les modèles Transformers, comme ça, des espèces d'énormes cartes routières qui permettent de relier tous les mots entre eux, ce sont les modèles Transformers. Et ce sont les modèles à la base des IA génératives comme ChatGPT. Puisqu'à ce moment-là, on est en 2017 et les modèles Transformers émergent chez Google. Mais ça ne vous aura pas échappé à l'esprit que ce n'est pas Google qui a créé ChatGPT. Les équipes de Google publient leur article scientifique en open research et des chercheurs de OpenAI, donc qui existaient déjà, qui était une boîte dont le but était de démocratiser l'intelligence artificielle, tombent sur cet article. Cette boîte, elle n'avait pas été créée par n'importe qui, elle avait été créée par deux personnes assez emblématiques. Le premier, Sam Altman, qui en est le patron actuel. Sam Altman, à l'époque, il sortait du plus gros incubateur de start-up au monde, Y Combinator. C'est un incubateur qui a vu passer des start-up comme Uber, Airbnb, etc. Donc ce monsieur, il a rencontré pendant des années tous les grands patrons de la tech, les grands fonds d'investissement, les ingénieurs, il connaît les modèles économiques, il comprend la manière dont la technologie transforme le monde. Et donc lui, quand il crée OpenAI, avec l'idée d'en faire une sorte d'association, de fondation pour le bien de l'humanité, il s'associe avec un monsieur qui a plein d'argent et qui veut changer le monde, qui s'appelle Elon Musk. Et ensemble, en fait, ils se disent qu'ils vont faire de l'IA l'outil le plus puissant pour le quotidien des gens. Sauf qu'une IA qui n'est pas capable de comprendre le langage, c'est un petit peu compliqué pour changer le quotidien des gens. Et c'est pour ça que quand les travaux de Google arrivent, ça leur change un peu la vie. Ils récupèrent ces technologies qui sont en open source et ils les adaptent. Et très vite, ils arrivent à faire ce que Google n'a même pas cherché à faire. Google a utilisé cette technologie pour modérer le langage sur Internet, donc pour ses besoins internes business. OpenAI se dit, on va prendre cette intelligence artificielle, on va l'améliorer et on va la mettre entre les mains des gens, les mains de n'importe qui, et on verra ce qu'ils sont capables d'en faire. Créer du contenu comme créer du texte, créer des images, créer des vidéos, créer de l'audio. Bien sûr, à chaque fois, ce sont des technologies complémentaires, c'est pas une technologie qui fait tout, mais cette brique technologique du transformer, en l'associant à plein d'autres technologies de reconnaissance d'images, de sons, etc., ça donne des choses absolument fabuleuses. Et petit à petit, 2017, 2019, on a des versions de GPT qui sortent, jusqu'à ce qu'il y a 2-3 ans, on ait l'arrivée
des grands modèles d'IA générative avec ChatGPT notamment, et depuis, vous avez vu tout ce qui est sorti. Donc GPT-4, GPT-4.5, GPT-4o, GPT-o1, GPT-o3, on en a de plus en plus, jusqu'à l'arrivée prochaine de GPT-5, qui a priori rassemblera tout ça et sera une IA intelligente, capable de savoir à quel moment elle doit réfléchir, à quel moment elle doit produire juste, etc. Et là, on nous prédit encore un autre stade de performance et de productivité. Alors, il n'y a pas qu'OpenAI qui s'y est mis, puisque OpenAI a ouvert la voie des IA génératives grand public, et depuis, Google s'y est mis. X, qui est Twitter, qui a été été racheté par Elon Musk, s'y est mis avec XAI. On a aussi Amazon qui s'y est mis avec sa filiale Anthropic qui fait Claude. On a des Français qui s'y sont mis, donc avec Mistral. On a Facebook qui s'y est mis avec Llama, 2L-A-M-A. On a plein de modèles d'IA générative. Et en vrai, là je vous cite les très très gros, mais quand on regarde aujourd'hui, on a plus de 3 millions, et probablement largement plus de 3 millions de modèles d'IA déclarés que vous pouvez retrouver sur une plateforme qui s'appelle Hugging Face par exemple. Là on parle des modèles open source. Donc plus de 3 millions de modèles d'IA. Donc vraiment, de l'IA, il y en a partout aujourd'hui. On a ouvert la boîte de Pandore. Ces IA, elles sont capables de reconnaître du texte, de l'audio, de la vidéo. Elles sont capables d'en générer. Et elles sont capables de plus en plus d'applications. Petit à petit, elles commencent à pouvoir même automatiser certains processus. Et là, on commence à parler d'IA agentique. Donc l'IA agentique, c'est l'IA qui fait preuve d'agentivité. Autrement dit, une capacité à agir par elle-même. Cette IA agentique, elle est en train de se développer. C'est probablement ce qu'on va voir évoluer dans les prochaines années et dans les prochains mois. Ce sont des IA qui vont pouvoir en fait prendre tout un pan d'activité simplement grâce à leur capacité. Et là, en fait, on se dit, ah, est-ce que ça peut remplacer des métiers? Oui, complètement. Ça commence à pouvoir remplacer des tâches. Petit à petit, ça va remplacer des activités complètes. Et à terme, il est probable qu'il y ait plein de métiers qui soient impactés. Et donc, à partir de ce moment-là, on se pose une question qui est légitime, qui est est-ce que l'IA va prendre notre job? Et est-ce que l'IA va être capable de faire les bons choix? Deuxième question. Et troisième question, surtout, en fait, si l'IA prend notre job, on fait quoi? Donc, avant d'aller trop loin, parce que quand on va là, c'est un peu de la science-fiction. On n'est pas capable de dire ça, on ne sait pas aujourd'hui. Donc, on va revenir un peu plus court et on va essayer de raisonner à une échelle macro plutôt qu'à une échelle micro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit « Ah, est-ce que l'IA va prendre notre job ?» on raisonne avant tout sur mon job à moi, est-ce que je vais perdre mon job? Et vous allez voir en fait que pour comprendre un petit peu ce qui va se passer, il faut surtout raisonner à une échelle plus large au niveau de la société. Parce que c'est ça qui détermine un peu la vitesse à laquelle se font les choses. Donc, pour moi, la vraie question à se poser, c'est surtout une question intermédiaire. C'est imaginons que dans les 2-3 prochaines années, allez, soyons fous, on gagne la moitié du temps grâce à l'IA. La moitié de notre temps dans la semaine grâce à l'IA. Et bien sûr, ça va varier suivant les métiers, suivant les industries, suivant les contextes. Mais prenons cette hypothèse simple, imaginons qu'on gagne tous la moitié du temps grâce à l'IA. La vraie question, en fait, c'est pas est-ce que l'IA va me piquer mon job, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on a gagné? Si on gagne la moitié du temps grâce à l'IA, qu'est-ce qu'on fait des 50% restants? Et vous allez voir que ça va déterminer tout ce qu'on a besoin de savoir sur la suite. On a beaucoup travaillé ce sujet chez Tomorrow Theory. On a regardé, en fait, il faut savoir que depuis les années 70, il y a des travaux sur ces sujets-là. Et donc, en fait, on a regardé un petit peu partout et on a identifié en tout 5 stratégies possibles sur la manière d'utiliser le temps qu'on gagnerait grâce à l'intelligence artificielle. Et ce sont des stratégies finalement assez standards de transformation industrielle. La première stratégie, ça va être une stratégie qui ressemble beaucoup à la révolution industrielle. Une stratégie qui va être un peu d'optimiser la production. Par exemple, si jamais vous gérez aujourd'hui 10 projets par semaine, je vais vous dire, vu que vous avez gagné la moitié du temps, vous allez gérer le double de projets, 20 projets par semaine. Et quand vous pourrez en gérer 40, vous en gérerez 40. Donc ça, c'est un petit peu le but, c'est presser les gens comme des citrons, et s'ils peuvent produire plus parce qu'ils ont plus de temps, on leur fait produire plus de la même chose. Donc c'est vraiment une stratégie d'optimisation qui vise à finalement produire plus grâce aux gens, extraire plus des gens. Moi, il y a 2 raisons qui font que je pense que cette stratégie ne va pas fonctionner. Attention, je mets un bémol, dans toutes les transformations, l'augmentation de la productivité a fait partie du jeu. Donc je pense que cette fois, on n'y coupera pas. On va attendre des gens qui fassent plus dans le même temps, mais je pense qu'il y a 2 bémols. Le premier bémol, c'est forcément la santé mentale.
C'est-à-dire que aujourd'hui, on est déjà dans des situations où les problèmes de santé mentale explosent et les gens ne sont plus prêts à supporter ce qu'on pouvait peut-être supporter il y a 30, 50, 60 ans, sachant que ça n'allait pas aussi vite à l'époque. Le cerveau, lui, il a un rythme qui va à une certaine vitesse, et c'est pas parce que le monde bouge plus vite que le cerveau peut aller plus vite. Donc tout ce qu'on va faire, c'est user plus de gens. Donc ça, c'est un sujet que l'OMS soulève déjà extrêmement gravement, en disant qu'il y a des conséquences auxquelles il faut faire très attention. Et le deuxième sujet, c'est simplement le sujet de la guerre des talents. Et de plus en plus, les entreprises se battent pour avoir les mêmes talents. Et si, en fait, vous vous battez pour avoir des gens et que vous leur demandez de faire tous les jours la même chose, ils vont aller vite voir, assez vite aller voir ailleurs si une autre entreprise n'a pas mieux à leur proposer. Et donc, en fait, il va falloir quand même garder un certain intérêt dans le job. Et donc, on ne peut pas juste transformer les gens en ouvriers de l'IA ou en pouce-bouton à valider des process de l'IA. Donc ça va être quelque chose d'assez intéressant à regarder, cette vague très axée sur la productivité, parce que je pense en fait qu'elle va être plus modérée que ce qu'on pense et que ça ne va pas forcément transformer le monde dans une espèce de dystopie productiviste. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, c'est ce que j'appelle le scénario du DAF. Le scénario du DAF, c'est celui dans lequel on se dit « Ah, mais si j'ai gagné la moitié du temps grâce à l'IA, c'est peut-être que j'ai besoin que de la moitié des gens. » Donc vous voyez, c'est le scénario où en fait les entreprises virent massivement. Je pense qu'il va y avoir des vagues. Je pense en fait que certaines entreprises qui vont réussir à gagner beaucoup de temps et d'argent grâce à l'IA vont se dire j'ai besoin de moins de gens, donc je vire et même je n'embauche plus. On commence déjà à le voir aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des entreprises qui ont changé leur politique RH de cette manière. Si vous ne pouvez pas prouver que vous ne pouvez pas le faire avec ChatGPT, alors vous pouvez embaucher. En d'autres termes, vous ne pouvez embaucher que si vous pouvez prouver que la machine ne peut pas le faire. C'est assez dingue quand même. C'est-à-dire qu'il faut prouver que la machine ne peut pas le faire et après on peut embaucher. Et donc ça, c'est vraiment un réflexe, j'ai envie de dire, c'est très américain dans la pensée, pas humaniste du tout. Et surtout, ça pousse à mettre encore plus de technologie. Donc ça, c'est un réflexe qui peut commencer à se développer, mais maintenant, si on prend un peu de recul, il y a quelques entreprises qui vont commencer à faire ça, mais sur quoi reposent les entreprises? Les entreprises, elles reposent sur le fait que les gens consomment. Et donc, pour que les gens consomment, il faut qu'ils aient des revenus. Pour qu'ils aient des revenus, il faut qu'ils gagnent un revenu. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas de revenu magique qui tombe du ciel qui nous permet de consommer suffisamment. Et donc, à partir du moment où les gens risquent de perdre un peu trop leur travail, on a les ministères des Finances des pays, de l'OCDE au moins, qui vont tirer les sonnettes d'alarme et dire « Oh là là, attention, la consommation diminue. La consommation des ménages diminue, donc il faut relancer la consommation. » Donc on va commencer par mettre des primes, inciter les entreprises, défiscaliser, forcer au maintien dans l'emploi. Et donc petit à petit, en fait, cette vague va se stabiliser et c'est pas du tout la déferlante qu'on croit où des gens tracent des courbes en disant « Mon Dieu, on n'aura plus de travail. » C'est bête, mais le monde est hyper cynique. Pour que les gens dépensent, et le monde veut que les gens dépensent, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Donc ça, c'est le monde transitoire dans lequel on va être, c'est-à-dire qu'il faut garder de l'emploi. Et vous verrez que c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a plein de métiers qu'on n'a plus nécessairement besoin d'avoir en tant que tels parce qu'on pourrait les automatiser et qu'on n'automatise pas, ou que partiellement. Par exemple, dans les supermarchés, on a des hôtes de caisse et hôtesses de caisse. Et bien sûr, on commence à avoir des machines, et il y en a pas mal, mais on a encore des humains, alors que sincèrement, il y a plein d'endroits où on n'a pas besoin d'humains, on n'a plus besoin d'humains pour faire ça. Et certains vont parfois prendre l'argument de « oui, mais quand même, au moins on a une relation humaine ». Suivant où vous allez, je peux vous garantir en fait que c'est pas pour ça qu'on a gardé des humains aux caisses, parce que parfois la relation humaine elle est pas du tout là et on est presque mieux reçu par une machine. Non, on a surtout fait ça parce qu'en fait il y a besoin d'un maintien dans l'emploi et donc il y a des accords tacites de garder tout un tas d'emplois qui sont des emplois peu qualifiés parce que certaines personnes ne pourraient pas aujourd'hui prétendre à des emplois plus qualifiés mais qu'il leur faut un revenu. Ça, c'est la société dans laquelle on vit, c'est une société à laquelle il faut faire attention, parce que si demain on commence à conserver beaucoup d'emplois peu qualifiés juste pour que les personnes peu qualifiées puissent y accéder, on risque de vraiment créer une société à deux vitesses encore plus fragmentée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc je reviendrai peut-être sur les sujets de développement des compétences et de développement de l'employabilité dont on a besoin de se préoccuper bien plus qu'avant. Mais en tout cas, sur cette stratégie, deuxième stratégie du DAF, on peut dire en fait que ce ne sera probablement pas la grande vague qu'on a vue et ce sera plus des vaguelettes qui se réguleront
tandis que d'autres mesures sont prises pour transformer l'économie. La troisième mesure, donc première mesure, on augmente la productivité à tout va. Deuxième mesure, on coupe les effectifs possibles. Troisième mesure, moins dystopique. Donc là, c'est une redistribution du temps de travail. On se dit, bon, si finalement j'ai gagné 50% du temps grâce à l'IA, est-ce que je ne peux pas en reverser une partie à mes salariés comme un avantage pour essayer d'attirer les meilleurs? Et donc, du coup, je leur proposerai de ne travailler que 4 jours par semaine, ou je leur donnerai 10-12 semaines de vacances par an, au lieu de ce qu'ils ont aujourd'hui. Et donc là, l'objectif, c'est de se dire, si ils font le même job en moins de temps, je peux leur demander sur une partie du temps restant de produire un peu plus, et sur une autre partie, de leur rendre du temps. Donc cette stratégie des avantages sociaux, et stratégie finalement de la modularisation du temps, je pense que c'est quelque chose qui va se développer. Je pense vraiment que la réduction du temps de travail va faire partie des tendances dans les pays de l'OCDE et que c'est quelque chose à regarder de près parce que ça va être un facteur d'attractivité. Demain, si un certain nombre de boîtes commencent à passer à ce genre de logique de ne travailler que 4 jours ou de ne travailler qu'un certain nombre de semaines avec 10-15 semaines de vacances par an, ce sera très dur pour les autres de rester compétitifs s'ils ne font pas ça. Et donc, on va probablement vivre une bascule dans les 5 à 10 prochaines années, c'est ce que je pense. Quatrième stratégie, qui est hyper intéressante, mais qui pour moi est la plus dure à mettre en œuvre, c'est la stratégie de l'ambition. Si vous êtes une entreprise qui libérait la moitié du temps, vous pouvez, en tant que bon chef d'entreprise, vous dire, mais en fait, ce temps, il est très précieux parce que, il y a plein de choses qu'on n'avait pas le temps de faire avant qu'on va pouvoir enfin faire, parce que tous autant qu'on est, déjà, quand on finit nos semaines, on se dit, oh là là, il y a tellement de choses que j'ai pas pu faire cette semaine que j'aurais voulu faire. Et ensuite, parfois, il y a des grands projets qu'on aimerait mener, des projets stratégiques, de refonte, de je sais pas quoi, où on s'est dit, oh là là, mais on n'a pas le temps, on est trop dans le quotidien, et il faudrait qu'on puisse sortir du quotidien. Sincèrement, si on libère 1, 2, 3 jours par semaine, c'est peut-être l'occasion de se mettre dans ces projets-là, plutôt que juste continuer toujours à baisser la tête et à aller au charbon, comme on dit. Donc là, c'est l'occasion de prendre du recul. L'inconvénient de cette stratégie, c'est que pour faire ça, il faut d'autres compétences. Il faut pouvoir raisonner avec des compétences stratégiques. Il faut pouvoir faire fonctionner les équipes de manière beaucoup plus transversale sur de la gestion de projets transverses, parce que c'est beaucoup de ça dont il va s'agir. Et tout ça, ça veut dire vraiment qu'on doit être capable de former les gens beaucoup plus. Et dans cette stratégie, qui est vraiment la stratégie de l'organisation apprenante, la quatrième stratégie, dans cette organisation apprenante, les gens ont littéralement des temps d'apprentissage et de formation toutes les semaines. Et c'est peut-être une demi-journée, une journée par semaine, mais ça va être du coaching, ça va être de la formation, de l'apprentissage entre pairs, de l'expérimentation, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, toutes les semaines, on est en train d'apprendre des choses et on n'est pas juste en train d'exécuter. Et donc ça, c'est une stratégie qui était extrêmement exigeante. Je pense que beaucoup d'entreprises n'y arriveront pas. Je pense que celles qui arriveront seront les entreprises dont on parlera dans 10 ans. Je pense que ce sont celles-ci qui survivront et celles-ci qui prospéreront. Cinquième stratégie, qui est une stratégie qui pour moi va être indispensable, mais il faut l'accompagner un petit peu pour la comprendre. Dans cette cinquième stratégie, on part du principe que le temps récupéré ne doit pas juste profiter aux salariés ou à l'entreprise, mais que peut-être il doit profiter aussi à la société. Et donc, ce dernier scénario, c'est le scénario de la contribution sociétale. Dans ce scénario, en fait, on part du principe que travailler, ce que veut dire travailler est en train d'évoluer. Et c'est vrai. Quand on regarde 200 ans en arrière, travailler, ça voulait dire labourer des champs. Et c'est pour ça qu'on payait les gens. C'est-à-dire que la plupart des actifs en service, en train de travailler, leur métier, c'était de labourer des champs, c'était des ouvriers agricoles. Donc, 1881, le tracteur apparaît, ça transforme complètement ce paradigme, puisque un tracteur permet avec un chauffeur de faire en 1 heure ce que 50 personnes, 50 ouvriers agricoles, mettent 8 heures à faire. Autrement dit, chaque tracteur remplace 400 ouvriers agricoles. Donc ça, c'est énorme comme ratio, 1 pour 400, et ça a été une énorme transformation à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Mais l'industrie est arrivée, et donc les gens n'ont pas juste perdu leur job avec rien derrière, ils ont dû migrer vers les villes pour aller dans des industries, ils ont dû changer de job et migrer du secteur primaire au secteur secondaire. Et donc, en fait, on est arrivé dans une économie à 2 secteurs, jusqu'à un moment, dans les années 50-60, où on est arrivé à plus de 70% de la population qui travaillait dans le secteur secondaire. Arrivée de l'informatique, qui a permis, d'accélérer la production industrielle, d'automatiser certains métiers, mais surtout
de pouvoir communiquer un peu partout dans le monde et donc de délocaliser des productions, eh ben on a accéléré dans les pays de l'OCDE la transition vers le secteur tertiaire. À tel point aujourd'hui que dans des pays comme la France ou la Belgique, on a près de 80% de la population active qui travaille dans un secteur qui n'existait même pas en 1950. Et donc, en fait, quand on se dit « est-ce que j'aurai toujours du boulot dans 10 ou 15 ans ?», il faut déjà poser la question essentielle. Ça voudra dire quoi travailler dans 10 ou 15 ans ? Ça voudra dire labourer des champs, ça voudra dire produire à l'usine ou ça voudra dire faire du service dans le secteur tertiaire ? Et ben, je pense en fait que c'est encore autre chose. Et cet encore autre chose, il est théorisé depuis presque une 50aine d'années et ça s'appelle le secteur quaternaire. À l'école, on a appris qu'il y avait 3 secteurs d'activité. Primaire, l'agriculture, secondaire, l'industrie, tertiaire, les services. En fait, il en existe un 4e qu'on appelle le secteur quaternaire. On n'en parle pas parce que ce n'est pas un secteur productif. Autrement dit, ce n'est pas un secteur qui permet de produire de la richesse telle qu'on l'a connue au XXe siècle, de la richesse du PIB. Mais c'est un secteur sans lequel la société ne fonctionne pas. Et donc, c'est par exemple la santé, l'éducation, la solidarité, la sécurité, l'écologie. Donc tous ces sujets, et dans l'écologie, je mets aussi la gestion des déchets, par exemple, de l'eau, etc. Donc tous ces sujets sont des sujets qui ne créent pas directement de l'argent, mais sans ça, la société ne fonctionne pas. Tous ces sujets-là sont des sujets du secteur quaternaire, des sujets pour lesquels on aura encore besoin d'humain demain. Et je pense en fait que travailler aujourd'hui, ça veut dire pour beaucoup de personnes être dans l'économie tertiaire, l'économie des services. Je pense que dans 20 ans, et peut-être avant, travailler pour une bonne partie de la population, ça voudra dire avoir une activité dans le quaternaire. Et pour que cette transition soit possible, je pense notamment que ça veut dire que dans quelques années, dans plein d'entreprises, et petit à petit dans quasiment toutes les entreprises, une partie du temps de travail sera dédiée à des activités quaternaires. Peut-être que vous travaillerez 3 jours dans la semaine pour l'entreprise, que le 4e jour, vous vous formerez, et que le 5e jour, vous irez travailler dans une association, dans un hôpital, vous irez travailler dans une école, peu importe, ou sur des activités écologiques, mais sur des choses qui ne sont pas directement profitables pour l'entreprise, qui sont profitables pour la société, parce que sinon, la société ne tiendra plus. Ça, c'est une conviction très forte que j'ai. Si l'entreprise demain ne s'occupe pas plus du bien commun, je pense qu'il n'y aura plus d'entreprise, il n'y aura plus de société. On arrive à un point de rupture où les tensions sociales sont trop fortes, les tensions environnementales deviennent trop fortes, et où on a besoin que l'entreprise en fait commence à se réoccuper du bien commun. Pourquoi ? Parce qu'on voit que l'acteur public ne peut plus tout prendre tout seul. Et donc que ce soit pour financer l'éducation, la santé, la sécurité, la solidarité, l'écologie, l'entreprise doit jouer son rôle, mais surtout l'entreprise doit avoir des impacts plus faibles, doit commencer à être régénérative, et troisièmement, l'entreprise a des compétences qui sont des compétences précieuses et rares qu'elle doit mettre au service du bien commun. Quand la guerre en Ukraine a éclaté, il y a des plateformes logistiques qui se sont mises en place en quelques jours, quelques semaines. Ce sont des entreprises qui les ont mises en place. Sans les entreprises, il n'aurait pas été possible en fait d'avoir une telle agilité. Donc il y a des compétences précieuses en entreprise pour le bien commun et c'est dommage qu'on attende les moments de crise extrême pour les exploiter. Donc ce secteur quaternaire, c'est une vraie option, c'est une vraie opportunité et surtout pour moi, c'est une manière positive de voir le futur avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle présente tout un tas de risques sociaux et environnementaux. Et en fait, en faisant de cette intelligence artificielle une opportunité, en Europe, on a l'occasion de le faire, il faut penser en tant qu'Européens, on peut s'orienter sur les scénarios 4 et 5, les scénarios dans l'ambition et les scénarios quaternaires qu'on peut concilier plutôt que de chercher à faire des économies de bout de chandelle ou de la productivité absolue qui va abrutir les gens plus que créer une société forte. Ça va être une histoire de choix de société, c'est ce que je décris dans mon nouvel ouvrage 2040, qui est sorti en avril, qui est dispo sur toutes les plateformes et dans les librairies. Et je ne peux que vous recommander de suivre ça. Et si ce sujet plus citoyen vous intéresse, je lance en mai une association citoyenne qui s'appelle Les Émergences. Donc le site web est en cours de construction, tout est en cours de construction. Mais si ça vous intéresse, gardez un œil parce que assez rapidement, en fait, le but, ça va être en fait de mettre en place les initiatives qui permettent de donner vie au secteur quaternaire. Donc, que vaut une contribution sociétale ? Comment est-ce qu'on développe les compétences de manière plus agile chez plus de gens ? Tous ces projets-là sont des projets qu'on va mener, financer avec les émergences. Et je suis convaincu qu'en France, en Belgique, en Europe, on a une opportunité de penser un modèle social qui est renouvelé et qui est différent de ce que peut-être on peut nous proposer côté américain. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'ai essayé de tenir les 45 minutes, on est un petit peu plus.
Mais globalement, j'ai été ravi d'être avec vous. Je vous laisse pour la suite avec mon associé Rebecca pour les questions-réponses et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Bienvenue à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous ait plu et que vous avez pu en retirer quelque chose d'intéressant, que ce soit au sens large de l'IA ou spécifiquement pour les questions liées à l'éthique et autres de l'IA. Alors, pour cette deuxième partie, nous sommes rejoints par Rebecca Stéphanie qui nous appelle en direct de Paris. Je la vois sur ma gauche. J'espère que vous la voyez aussi bien sur vos écrans. Rebecca, vous avez eu l'occasion aussi d'entendre parler Jérémy. Pour vous, quelle est la leçon centrale que vous diriez ou le message central qu'il veut faire passer autour de l'IA et l'éthique éventuellement dans cette histoire? Merci beaucoup pour la question et merci pour votre accueil. Par rapport à l'IA et l'éthique, j'aimerais qu'on revienne déjà sur la définition même de ce que c'est que l'éthique. L'éthique, c'est un cadre évolutif de principes et de valeurs visant à concilier justice, liberté et bien commun en fonction des réalités sociales, économiques et culturelles d'une époque. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'éthique, c'est pas si simple, en fait, en soi, de comprendre ce que c'est. Et globalement, pour simplifier, on va dire que partout où il n'y a pas de réglementation, c'est l'éthique qui s'applique. Et globalement, pour l'IA, ça va être encore plus vrai, parce qu'en termes de réglementation, les réglementations vont dépendre du pays, mais également de l'endroit où on utilise l'IA. Par exemple, l'AI Act s'applique à l'Europe, que ce soit une IA construite en Europe ou un utilisateur européen qui utilise n'importe quelle IA. Et donc aujourd'hui, l'AI Act est le meilleur des exemples puisqu'il est en train d'être construit et on se dit, mais puisque l'IA n'est pas encore cadrée, globalement, qu'est-ce qu'on fait? En fait, là, ça va être de l'éthique. Ça va être de l'éthique, typiquement, si je vous dis, est-ce que j'ai le droit d'utiliser une IA qui me permet d'identifier les émotions pendant que vous et moi, on parle? Vous avez une IA qui regarde mon visage sur l'écran, qui identifie mes émotions et qui se dit, ben là, est-ce que Rebecca est en train de mentir un petit peu, d'abuser et autres? Est-ce que finalement, j'ai vu qu'elle a eu un sourcil qui est monté? Peut-être que ça lui a pas plu ce que j'ai dit, alors je vais corriger. C'est apparenté peut-être à de la manipulation, en fait, via des données que vous récupérez et que vous analysez par IA. Ce n'est pas encore interdit. C'est interdit depuis le 2 février, c'est le niveau 4. Tout le reste, la question va être, est-ce que c'est éthique de le faire ou pas? Ce n'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire. Et là, en fait, il va y avoir plusieurs questions qui vont se poser, notamment sur, est-ce que mon éthique personnelle est alignée, par exemple, avec l'éthique de l'entreprise? En effet, recadrer un peu ce que c'est l'éthique, c'est toujours utile, en tout cas surtout quand on en parle spécifiquement ici aujourd'hui. Une première question que j'aimerais vous poser qui a été transmise ici, c'est quelle analyse sur la problématique des ressources pour permettre à toute cette IA et technologie de tourner? C'est une très bonne question et pas évidente en soi. La problématique de l'IA et des ressources pour tourner, c'est quelque chose qui est, peut-être assez peu regardé en fonction de là où on se situe. Ce qu'on sait, c'est que nous, on se base sur 9 limites planétaires. Certaines sont atteintes, d'autres ne le sont pas. Mais après, pour la question de qu'est-ce que ça consomme l'IA, on va être confronté à de nombreuses difficultés, notamment sur le fait de ne pas savoir réellement ce que ça consomme. Il y a plusieurs niveaux de consommation de l'IA, notamment, on va dire le matériel, les puces, on va dire ce qu'il faut pour les serveurs, pour stocker les données, l'eau pour refroidir les serveurs. Il y a également ce que ça coûte a posteriori, quand j'ai fini d'utiliser un matériel et que je dois le renouveler. Il y a l'architecture du modèle, c'est le nombre de neurones, les milliards de neurones pour l'utiliser, la taille du modèle, mais également ce qu'on va appeler l'inférence. Et c'est là où on va consommer le plus. L'inférence, c'est l'utilisation de l'IA. C'est quand je lui pose une question. Il faut savoir que quand je pose une question ou quand je discute avec l'IA, je lui envoie des mots, des phrases que l'IA interprète et dans son vocabulaire, nous ça s'appelle mot, elle ça s'appelle token, c'est une partie ou un mot. Et en fait, je paye entre guillemets le nombre de mots que j'envoie à la machine et le nombre de mots que je reçois de la machine. Et c'est ce qui va coûter le plus parce que globalement, aucune personne n'utilise l'IA une fois pour recevoir un mot. C'est toujours je voudrais travailler ça, est-ce que tu peux me faire un résumé? Et donc finalement, je paye deux fois.
Je paye 2 fois, mais je paye, par exemple, si j'utilise une IA américaine comme ChatGPT et que je suis à Paris, je paye le fait de l'envoyer sur un serveur en France. Le serveur en France l'envoie aux États-Unis. Aux États-Unis, l'IA le traduit en anglais, puis répond en anglais, puis le renvoie. Et donc, il y a tout ce cheminement. Mais en même temps, il y a une étude assez récente qui s'appelle Epoch AI qui a en fait recadré toute cette consommation et la façon dont on le calcule. Avant, on disait une requête d'IA, donc le fait que je lui parle, je lui pose une question, ça équivaut à 10 recherches Google. Et finalement, cette étude remet en cause toute la façon dont a été calculée cette consommation. Et elle dit que les anciennes estimations supposaient que les serveurs tournaient à pleine puissance et en permanence. Ça ne se basait pas sur les bonnes puces, celles qu'on utilise aujourd'hui, ça surestimait le nombre de mots générés par la réponse, et ainsi de suite. Et au global, si depuis 2009, on pensait que c'était autant que 10 recherches Google, aujourd'hui, ça s'apprêterait largement moins. Globalement, on estime, par exemple, si on parle en millilitres d'eau, vous voyez, la bouteille d'un litre, 500 millilitres, on est sur la moitié d'une bouteille, on se dit 20 requêtes de ChatGPT, c'est la moitié d'une bouteille d'eau. Un streaming de 10 minutes, une vidéo YouTube de 10 minutes, c'est 2500 millilitres d'eau. Donc finalement, est-ce que 20 requêtes consomment largement moins que 10 minutes de film YouTube et quel est mon rapport à la consommation de l'IA? Le problème, c'est que ça ne suffit pas de dire que des requêtes consomment moins qu'une vidéo 4K, parce qu'il va y appeler, en fait, il va y avoir ce qu'on appelle l'effet, le paradoxe de Gévon, ou l'effet de rebond, de se dire, bah, si ça consomme pas beaucoup, je continue à l'utiliser parce que ça consomme quand même moins qu'une vidéo YouTube de 10 minutes, sauf que du coup, ça va m'amener à consommer et finalement à surconsommer, faire de la surutilisation et donc vraiment abuser en termes de consommation d'IA. Donc oui, comme vous dites, c'est le côté calculé en proportion avec plein d'autres options du monde digital qu'il faut aussi tenir en compte, évidemment, que ce soit des vidéos ou autres. Néanmoins, comme vous disiez, il y a le côté de ça s'est transféré en France, c'est transféré aux États-Unis, etc. Est-ce qu'il y a une façon de mieux gérer ces ressources-là si on fait abstraction des autres styles d'outils? Quelle serait la façon la meilleure, la plus éthique, la plus rentable ou la plus efficace à utiliser ça? Euh, la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai besoin de l'IA pour faire ça? Par exemple, peut-être que j'ai pas besoin de l'IA pour faire une recherche que je pourrais faire sur Google. Donc, il y a des choses où l'IA est performante, utile et pertinente, et il y a des choses où je vais plus vite déjà en le faisant moi-même, et peut-être que ce n'est pas nécessaire d'utiliser cette ressource qui consomme beaucoup pour quelque chose, on va dire, d'aussi simple, entre guillemets. Par exemple, le traducteur, je peux très bien prendre un traducteur standard, par exemple un Google Translate si vous voulez, mais peu importe, il y a plein de logiciels de traduction qui font ça très bien, plutôt que de demander à ChatGPT de me traduire mon texte. Ce qui est très différent de se dire, ben, j'ai un texte traduit et je voudrais être sûre que la personne qui est en face de moi, qui est dans un pays différent, qui a été élevée différemment, qui a des croyances différentes, comprenne l'intention de mon message sans que je le vexe dans mon utilisation de sa langue. Et donc, je vais vérifier l'intention de ce message avec ChatGPT. Donc, c'est deux utilisations différentes. Et après, plus tard, quand on saura, avec notamment les lettres de la réglementation, ce que consomme réellement chacune des IA, on pourra choisir en conscience les IA qui consomment le moins ou qui sont éthiquement et écologiquement plus responsables. Merci pour cette clarification, ce point de vue. J'ai beaucoup de questions qui commencent à rentrer au fur et à mesure. Je vais essayer d'en choisir quelques-unes de particulières. Il y en a quelques-uns un peu plus philosophiques sur comment l'IA pourrait influencer le monde de demain. Une première question est, ne viendra-t-on pas à un revenu universel en taxant le travail des machines pour financer le revenu universel, par exemple? Est-ce que ce serait une option réaliste? Il y a beaucoup de solutions possibles. Le revenu universel, pardon, c'est une des solutions possibles dans la mesure où, alors, on va se le dire tout de suite parce que la question va venir. L'IA, est-ce qu'elle va remplacer des postes? Est-ce qu'elle va remplacer des gens? Oui et non. Oui, l'IA va remplacer des postes, tout ce qui va être automatisable. On le voit très bien arriver dans les usines, comme l'usine de Xiaomi en Chine qui fabrique des téléphones portables. Il en fabrique plus d'une centaine, milliers par heure, et en fait, on l'appelle l'usine dans le noir. Parce que la machine, le robot,
en l'occurrence, avec de l'IA, n'a pas besoin de lumière pour travailler et du coup, il n'y a pas de lumière dans cette usine. Donc, ça a remplacé le travail à l'usine de personnes qui assemblaient des téléphones portables. Donc, comme l'IA va remplacer des postes, bah, c'est de se dire jusqu'à quel point ça va remplacer des postes, jusqu'à quel point ça peut remplacer, parce que c'est pas parce que l'IA en est capable que l'entreprise a l'obligation de le faire. Il y a aussi cette décision qui est humaine et qui doit le rester jusqu'au bout. C'est comme par exemple Klarna, société de solutions de paiement, qui à l'époque, il y a 1 ou 2 ans, a mis en place une IA pour remplacer 700 téléconseillers d'un coup, qui n'a pas remplacé, hein, qui faisait les deux en même temps. Cette IA qui avait de meilleures réponses en termes d'empathie et de performance que les êtres humains. Finalement, Klarna est en train de faire marche arrière à la mise en place de cette IA, parce qu'il y a plein de questions qui ne s'étaient pas posées sur quelles sont les conséquences. Donc, le fait que l'IA remplace certains jobs fait que la première chose à laquelle on pense, c'est bah, il y a des gens qui seront au chômage. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes? C'est une des vues. C'est une des vues. Nous, on estime qu'il y en a à peu près 5. D'abord, c'est une fois que j'ai de l'IA qui me permet de gagner du temps et que, par exemple, mes collaborateurs gagnent une journée par semaine. Qu'est-ce que je fais du reste de leur temps? Bah, effectivement, soit je sors des personnes de l'entreprise et donc bah, il y a des personnes au chômage. Soit finalement, je leur fais faire 2 fois plus de la même chose. Ces 2 options-là, on les appelle les options cabinet de conseil SS2I. C'est pas les 2 meilleures solutions, c'est pas les 2 plus belles qui font rêver. La troisième, c'est de se dire: «Je profite de ce temps pour la montée en compétences, pour le développement de nouvelles stratégies, de nouveaux terrains et cetera». La quatrième, c'est, j'utilise ce temps-là finalement pour, donner des vacances à mes collaborateurs, des jours de repos. La semaine, de 4 jours et non pas en 4 jours, par exemple, ou 10 semaines de vacances par an. Et la dernière option, c'est je redonne la valeur à la société. Et donc, on va se dire, c'est ce qui s'appelle faire société. C'est par exemple aller voir d'autres personnes qui sont dans le besoin et les aider à faire une lettre de motivation, préparer leur CV, préparer un entretien. L'idéal, c'est peut-être un mix des 5, peu importe. L'idée, c'est de se dire, quand on a vécu les grandes transformations de la société du cycle primaire au secondaire, secondaire au tertiaire, là, on est en train de vivre du tertiaire au quaternaire. Ça veut dire que 80% des postes aujourd'hui, des personnes aujourd'hui, travaillent dans le milieu tertiaire. Et si dans le milieu tertiaire, on met l'IA et que ça remplace 80% de ces postes et donc de la population, qu'est-ce qu'elle va faire? Et donc oui, peut-être qu'on va aller sur un système de revenu universel. Et donc du coup, ce sont les machines qui vont travailler. Mais finalement, c'est pas juste un revenu universel à ne rien faire. Ça va être aussi redonner de la valeur à la société. Et qu'est-ce que je vais faire de ce temps qui m'a été libéré par le fait que ce soit la machine qui fasse le travail à ma place. Et donc, vous voyez, il y a tout un système économique qui va aller derrière, qui va aller peut-être à contresens de ce qu'on imagine aujourd'hui, parce qu'on imagine demain avec les yeux d'aujourd'hui. Mais quand on réfléchit bien, quand on se dit quel était le travail et où est-ce qu'il était avant le travail, c'était dans les champs, ensuite, ça a été dans les usines, maintenant, c'est dans les bureaux. Bah, il est fort probable que dans ce système, dans ce milieu, cette économie quaternaire, le travail se déplace vers les tiers-lieux. Donc, avec un revenu peut-être universel, mais un apport de valeur à la société pour réapprendre à faire société et à mettre la valeur là où il se doit, avec notamment de l'humain. Ouais, tout à fait. La question de comment redistribuer les éventuelles richesses qui pourraient être en retirées, déjà savoir lesquelles et comment. En effet, il y a quelqu'un qui avait aussi fait une réflexion autour de Klarna que je ne vais pas vous lire ici maintenant, mais qui était en effet sur ces différentes options potentiellement à remettre là-dedans. Je vais un peu aller plus loin. Une autre question qui était quel est l'impact de l'IA sur des pays en développement qui auraient besoin toujours beaucoup de main-d'œuvre humaine? Et donc un peu le revers un peu de ce qu'on a discuté en tant que pays développé, pour le dire ainsi. C'est vrai, c'est une grande question parce qu'en tant que pays développé, on a l'accès à l'information, on a l'accès à cette technologie beaucoup plus facilement. Il n'empêche qu'il y a des pays, dans la veille scientifique ou dans la veille technologique que l'on fait, on voit bien qu'il y a des pays en voie de développement qui commencent aussi à s'intéresser à l'IA et à s'intéresser aussi à la réglementation sur l'IA. Là, il va y avoir, comme il y a souvent dans ce cas-là, une sorte de fracture d'accès à ces technologies et finalement de capacité de financement. On va se le dire, vous avez une IA, que vous l'utilisez d'un point de vue personnel ou professionnel, ça a un coût. Et pour ces pays en voie de développement, bah, ce coût, c'est pas la même facilité
pour pouvoir l'acquérir. Donc ça va créer une fracture, encore une fois, d'accès à cette technologie et donc d'accès au développement, si on peut dire que l'IA nous permet de nous développer. Et finalement, si on considère un pays qui n'a pas les moyens de se payer l'IA et qui a un grand besoin de main-d'œuvre humaine, bah, il va rester sur la main-d'œuvre humaine, ou alors d'autres pays vont venir établir des sortes d'échanges ou de contrats, de on vous équipe en IA, et en contrepartie, bah, peut-être que vous nous vendez des terres, peut-être que, par exemple, vous nous laissez creuser, pour obtenir vos ressources, sur vos sols. Vous voyez? Il y a encore des systèmes parce que ce qu'on voit pas très bien, ou en tout cas, d'une première vue, c'est que l'IA commence, enfin a toujours été, un sujet géopolitique. C'est qui tapera le plus fort? C'est une course finalement, géopolitique, notamment en ce moment entre les États-Unis et la Chine. En effet, on parle souvent de DeepSeek, on parle de ChatGPT, etc., comme plein de moteurs différents, avec aussi des valeurs qui sont quelque part mises dedans et comment les exprimer, etc. Ben, du coup, Elon Musk aussi, avec Grok, a lancé une machine. Une question par rapport à ça, c'était comment s'assurer que le bien commun sera la priorité, que l'éthique ne sera pas compromise dès lors que l'IA est financée par des personnes qui ont peu d'égard pour la démocratie et les droits humains, comme Elon Musk. Comment s'assurer de l'éthique quand l'IA est financée? Alors, il y a plusieurs solutions possibles et aucune n'est facile. La première qui me vient, ça va être l'IA souveraine. L'IA souveraine, c'est le fait qu'une IA soit développée depuis le début par exemple, un seul pays. Si on veut dire, par exemple, le fait de pouvoir se protéger des biais américains, de la manipulation des données par les États-Unis via ChatGPT, via Grok de Elon Musk, il faudrait qu'on ait une IA française ou une IA belge. Vous voyez? Euh, Ça veut dire qu'en fait, il faudrait que l'IA soit fabriquée de bout en bout. Si on dit l'IA belge, l'IA souveraine belge, il faudrait que les puces soient belges, que les serveurs soient belges, que les personnes qui ont développé l'IA, vous voyez, en fait, ça veut dire que tout est fait sur un même territoire. Ça demande énormément d'argent. L'IA américaine n'est pas souveraine puisque les puces sont chinoises. Par contre, l'IA chinoise est quasi souveraine, sauf que les puces sont de Taïwan. Ça veut dire que pour avoir une IA souveraine, ça demande énormément d'argent et le mieux qu'on puisse espérer aujourd'hui, c'est une IA européenne souveraine, avec notamment des partenaires, comme on l'a vu à l'AI Summit, comme le Canada, l'Inde ou les Émirats arabes. Au-delà de ça, l'autre solution pour se prémunir, ça va être une IA open source. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu de technique, il y a l'IA de Meta, donc Facebook, WhatsApp, Instagram, qui s'appelle Llama, qui est open write. Open write, ça veut dire que j'ai quand même accès à plus d'éléments sur le code que l'open source où je vois tout le code. Un open source, ça veut dire que je sais comment c'est développé, je sais quelles informations ça a utilisé, je sais justifier la décision et je sais venir dans le code pour corriger éventuellement un biais. Et ça, c'est le meilleur garde-fou qu'on puisse avoir. C'est une IA open source où tout le monde peut voir ce qui se passe, où la collectivité et la communauté peuvent venir dire, bah là, il y a un problème, là, il faudrait revoir ça, ici, c'est pas éthique, ici, il y a un biais, pour qu'ensemble, on puisse avoir la meilleure IA possible qui puisse corriger des biais et être la plus respectueuse. Ben, vous en parlez justement de que ce soit l'open source ou autre, mais qu'on ait fait peut-être un système européen. Il y a quelqu'un qui se posait la question. Il y a alors une entreprise belge que vous connaissez peut-être, Lexi, qui est pour la prise de résumés de réunions, etc. Et la question est-ce que les IA locales sont du coup plus écologiques parce que l'on reste sur des serveurs en Europe? La réponse est oui, Euh, ou est-ce que c'est quand même nuancé au final? Ça dépend de ce qu'on entend par une IA locale. Alors, globalement, les IA qui existent aujourd'hui sont américaines ou chinoises. Il n'y a pas d'IA française aujourd'hui. Enfin, il y a Mistral, qui est à moitié française, qui est en partenariat notamment avec Microsoft pour avoir des serveurs. Est-ce que c'est suffisant que les serveurs soient en Europe? Je ne sais pas, pas sûr, parce qu'aujourd'hui, les conditions d'utilisation de ces IA sont assez floues et elles changent environ toutes les semaines. Vous voyez, par exemple, si on prend DeepSeek, DeepSeek est un modèle chinois qui s'est développé de façon très intéressante parce qu'elle a coûté beaucoup moins cher, 5 fois moins cher à peu près que ChatGPT. Parce qu'elle n'a pas été développée depuis le début from scratch avec de la data.
Elle a été développée en interrogeant ChatGPT. C'est ce qu'on appelle la dilution du savoir. Ça veut dire que si demain, vous et moi, on veut apprendre à faire des arts martiaux, on ne va pas aller au Japon, en Inde, trouver des maîtres et apprendre depuis le début. En fait, on va trouver un maître en art martial qui va nous apprendre depuis son savoir. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça nous permet d'aller plus vite. Et donc, elle coûte moins cher. Mais donc, ça veut dire qu'elle a moins de paramètres et qu'elle consomme moins par défaut. Quand on l'utilise, DeepSeek, elle va utiliser des serveurs en Angleterre avant d'utiliser des serveurs en Chine. Les conditions d'utilisation disent qu'ils n'ont pas le droit de récupérer l'information. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils le font quand même. Donc en fait, tant qu'on ne peut pas vérifier et tracer la façon dont ça utilise, le fait d'avoir des serveurs en Europe, c'est uniquement vos conditions générales d'utilisation qui vont cadrer ça, mais vous n'avez techniquement aucun moyen de savoir si c'est suffisant. Le Et mieux qui puisse vous arriver, pardon, je termine, c'est si vous avez une IA que vous avez téléchargée sur votre ordinateur ou vos serveurs et que vous avez coupé d'Internet, réentraîné avec votre donnée, et donc du coup, c'est votre IA en local, et effectivement, la consommation est moindre. Par contre, la performance le sera aussi. oui, je voulais en fait enchaîner là-dessus parce que la question était entre autres liée par rapport à Lexi. Et à ma connaissance, Lexi, c'est plus une adaptation pour bien visualiser, pour rentabiliser plutôt une certaine fonction qu'on voudrait que l'application réussisse, mais va utiliser au final, je ne sais pas si c'est Google ou OpenAI, ça je ne suis pas au courant exactement, mais donc en fait ça renvoie, même si c'est une entreprise locale belge en Europe, le fond derrière va quand même être ailleurs, et donc ce n'est pas réellement meilleur d'utiliser ça qu'un Assembly qui est peut-être plutôt américain, et donc où est-ce que si? Ça dépend. Vous voyez, partons du principe que vous êtes ce qu'on appelle un distributeur. Donc, vous avez développé une application comme Lexi qui vous permet de faire un compte-rendu de réunion, mais qui est basé sur un moteur d'IA qui n'est pas le vôtre, qui est par exemple ChatGPT. On a payé une licence professionnelle avec ChatGPT et on lui dit dans les conditions, je ne veux pas que tu utilises mes données pour entraîner ton modèle. Donc là, on se dit, j'ai un premier garde-fou. Mon IA, Lexi, donc mon logiciel, je vais lui dire, quand tu fais un résumé, tu t'assures d'être éthique, tu t'assures de ne pas être raciste, tu t'assures d'être équitable, tu t'assures et tout. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le fine-tuning. Donc finalement, même si j'exploite un système d'IA qui n'est pas le mien, je peux fine-tuner, donc pré-prompter, pour m'assurer que tu respectes des règles éthiques qui sont mes garde-fous et donc qui sont ma sécurité. La seule chose sur laquelle je ne peux pas contrôler, c'est malgré mes conditions générales, si je lui dis tu ne t'entraînes pas avec les données, aujourd'hui on est incapable de dire qu'il respecte les règles. C'est comme la polémique qui est sortie la semaine dernière sur le fait que le téléphone nous écoute. Apple a beau dire non, c'est pas vrai, on n'a aucune preuve de ce qui est fait. Après, c'est un contrat. En même temps, si on a tous une suite Microsoft pour gérer nos mails, le fait d'avoir Microsoft Copilot et donc ChatGPT dans la suite, c'est le même contrat. Donc, si on lui fait déjà confiance sur nos mails, j'ai envie de dire sensibles, le fait d'avoir une IA avec le même contrat, on lui fait quelque part presque par défaut confiance. Ben, dans cette prolongation, vous avez mentionné les garde-fous tantôt ici dans votre explication. Il y a peu de questions pour le moment sur tout ce qui est protection des données. Contrairement à hier, en RGPD, on a eu pas mal de questions sur le lieu de travail. Ici, il y en a une qui est liée plutôt à Trump, qui dit avec la mainmise du président sur Meta et ses différents décrets pour fermer des ministères et blacklister les termes, a-t-on des garde-fous pour l'empêcher d'effacer des données de manière unilatérale et donc de contrôler la vérité ou autre? Alors, a-t-on des garde-fous? Nous, en Europe, oui et non. Oui et non, c'est un peu plus compliqué que ça. Globalement, on a vu qu'il essaye d'effacer des données, ce président Trump, notamment sur l'histoire et sur les femmes dans l'histoire. La difficulté qu'il va y avoir, c'est Internet. Aujourd'hui, Internet, on va dire, ça n'appartient pas à Google, mais c'est quand même Google qui gère Internet. Vous et moi, quand on fait une recherche sur Internet, on voit que entre 3 et 5 de ce qu'il y a réellement sur Internet. Tout le reste, c'est du deep web, c'est du dark web et on y a difficilement accès, il faut savoir le faire. Le problème, c'est que Google est aussi une entreprise américaine. Donc, si le gouvernement met la pression sur Google, sur OpenAI, sur les GAFAM pour obtenir ce qu'il veut, quelque part, il peut commencer à le faire, comme on l'a vu, des censures ou des suppressions de données.
En termes légaux, il y a un contre-pouvoir quand même constitutionnel aux États-Unis. Globalement, le premier amendement qui garantit la liberté d'expression. Donc, le président Trump, s'il essaye de censurer des informations, de les supprimer, quelque part, ça va devoir passer à la fois auprès du Congrès, mais aussi auprès de juges fédéraux qui peuvent stopper la manipulation. Après, sur l'échelle internationale, c'est sur Internet, mais c'est probablement parfois la propriété de d'autres pays, notamment européens. Sur le côté européen, on a le RGPD qui protège le droit des personnes et de leurs données. Et donc, dans cette protection, il y a aussi l'obligation stricte de transparence, d'accès et de rectification. Typiquement, si j'ai un site internet qui est mes données dessus et que en fait quelqu'un veut l'effacer, j'ai quand même le droit de dire bah, ce sont mes propres données, ou alors écrire quelque chose comme je suis un homme, et j'ai droit en Europe, moi, à la rectification de ces données. Un acteur américain ne peut pas effacer des données hébergées ou contrôlées par l'Europe. Après, il y a l'AI Act qui arrive petit à petit, qui exige également la transparence et la traçabilité des données utilisées par les IA en Europe. Ça veut dire que si j'entraîne mes données aujourd'hui, mes IA avec des données existantes, et que demain elles sont effacées, je ne peux pas répondre à l'exigence de l'AI Act de traçabilité de données. Donc je suis à risque finalement. Après, il y a le stockage localisé sur les clouds et après, il y a l'aspect technique. Mais globalement, il y a des limites, on va dire, réglementaires, mais malgré ça, aucun garde-fou n'est absolu, n'est invincible. Parce que la façon dont Internet est géré aujourd'hui est déjà assez floue pour nous. Et si jamais, en fait, ils se mettent à supprimer des choses ou à changer, par exemple, leurs conditions d'utilisation, comme ils ont fait sur Meta en changeant leur politique de diversité et d'inclusion, et ça passe de façon complètement invisible dans ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez essayé, si vous avez un compte Facebook ou Instagram et vous avez essayé d'aller chercher dans les conditions d'utilisation la petite case à décocher pour empêcher Meta d'utiliser vos données personnelles. Elle est extrêmement bien cachée derrière la énième page pour ne pas que vous arriviez à le faire. Donc vous voyez, en fait, ces grosses structures sont aussi des maîtres dans la manipulation de la donnée quelque part. Et finalement, le meilleur rempart contre un usage abusif du pouvoir sur les données et les IA, ça serait ce qu'on a discuté tout à l'heure, la souveraineté numérique active, la diversité de modèles et notamment de leur origine. Et le plus fort de tout serait une mobilité citoyenne et une justice internationale. J'ai en tout cas entendu qu'il y a une énorme diversité à tenir compte quant à ce sujet des garde-fous, parce que justement c'est un sujet entre autres de la globalisation, et donc on ne peut pas s'attendre qu'un intervenant se soumette à toutes les lois d'un côté ou respecte toutes les lois de l'autre. C'est tellement complexe. Vous avez parlé entre autres de l'IA Act qui au niveau européen sera implémenté, et j'ai quelqu'un qui se posait la question, est-ce que selon des critères préécrits à la façon d'une norme ISO, ça pourrait être une solution? Est-ce que l'IA Act est vraiment déjà dans cet axe-là, ou est-ce que l'ISO pourrait aller plus loin, ou est-ce que ça ne répondrait pas du tout à un besoin? L'AI Act est défini selon 4 niveaux. L'AI Act est défini dans des niveaux de risque, en fait. Il y a des subtilités dans l'AI Act, par exemple, elles ne concernent que le milieu professionnel. Et dans le milieu professionnel, l'emploi, les hôpitaux, l'éducation. Par exemple, toute votre utilisation personnelle n'est pas cadrée par l'AI Act. C'est très important. Ensuite, il y a le côté 4 niveaux de risque. L'inacceptable, le risque élevé, le risque modéré, le risque faible. L'inacceptable, c'est tout ce qui peut amener à manipulation. Manipulation de votre comportement, surveillance. Par exemple, ce qui est fait en Chine, le système de notation, c'est interdit par les Act et c'est applicable depuis le 2 février dernier. Ensuite, il y a tout ce qui va être risque faible. C'est le spam. Un spam, c'est votre filtre spam avec de l'IA. Et risque modéré, ça va être des traducteurs, par exemple, ce genre d'éléments. Le chatbot. Le risque fort, ça va être tout le reste. Et c'est ça qui va nous intéresser, parce que dans le risque fort, ça va cadrer tout ce qu'on a le droit de faire avec de l'IA en entreprise. Par exemple, vous avez un site internet
où les personnes peuvent venir et postuler sur votre site internet. Vous avez un chatbot IA dessus qui utilise les données pour leur donner les offres d'emploi, leur faire passer un pré-entretien. Vous serez obligé de dire que ce site utilise de l'IA. Après, il va y avoir plein de concepts très particuliers. Les AI Act ne concernent que les IA dites systémiques. Et pour qu'une IA soit systémique, c'est assez particulier. Il faut qu'elle ait. C'est basé sur son modèle de calcul. Donc, ChatGPT a une puissance de 10 quelque chose mégaflop. On ne rentre pas dans le détail, mais c'est ce qui fait que ça la catégorise comme une IA systémique. Mistral, qui est quasiment aussi compétente, a moins de milliers de paramètres, a moins de puissance de calcul et n'est pas considérée comme une IA systémique. Et pour autant, on peut faire la même chose avec les deux. Donc vous voyez l'importance de la réglementation, de la comprendre et de l'éthique. La réglementation, par défaut, attend que quelque chose soit publié avant de l'utiliser et de réglementer. La difficulté qu'il y a en ce moment pour les AI Act, c'est qu'il y a eu l'AI Summit et la volonté de l'Europe que finalement on promouvoie l'innovation. Et en fait, les GAFAM, qui sont plutôt plus doués, plus avancés sur le développement de l'IA, sont les principaux interlocuteurs. Et en fait, on remarque que, par exemple, quand vous avez ChatGPT, la fonction Voice Advance a pris 6 à 8 mois avant d'arriver en Europe, juste pour passer des contrôles. Et ce qui va se passer, c'est que l'AI Act a un peu changé de position pour ne pas freiner l'innovation, ce qui lui a longtemps été reproché, et dit que par défaut, on va donner le bénéfice du doute sur le fait que l'IA respecte la réglementation et permettre qu'elle soit dorénavant plus rapidement sur le territoire européen pour favoriser l'innovation, pour favoriser que les entreprises viennent installer leur siège, viennent se développer et donc finalement favoriser le business. Donc, l'AI Act est une suite de choses à cocher, mais comme c'est beaucoup d'experts qui essaient de se mettre d'accord entre eux, c'est très difficile. Vous avez des universitaires, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des citoyens lambda, et en fait, tous n'ont pas le même intérêt. Et donc, la réglementation met un peu de temps à se mettre en place. Il y aura plein de systèmes de contrôle, effectivement des checklists sur ce qui doit être vérifié ou pas, comme la traçabilité, l'intervention humaine et la capacité de décision, dans le but de protéger l'être humain au final. Mais l'éthique sera essentielle, ce sera le garde-fou principal. Encore une fois, c'est pas parce que je peux que je dois, globalement. Donc, est-ce que la réglementation sera suffisante? Elle est en train d'être établie. On voit toutes les difficultés qu'il y a à satisfaire tout le monde, notamment sur, par exemple, le droit d'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je génère un texte avec l'IA? Est-ce que finalement je fais un livre avec l'IA? En dehors du monde professionnel, je fais un livre de science-fiction. Est-ce que c'est l'IA l'auteur? Est-ce que c'est moi? Est-ce que quelqu'un peut prendre quelque chose et se l'approprier parce que bah, du coup, ça a été fait de l'IA, donc ce n'est pas une entité juridique. Vous voyez, il y a plein de sujets qui émergent et qui font que c'est très difficile aujourd'hui de mettre une réglementation tout de suite sur l'IA. Et pour autant, on a des exemples comme la Chine qui a énormément de réglementations sur l'IA, qui ont un système très adaptable et très mis à jour régulièrement, qui permettent de s'ajuster en fonction de toutes les nouveautés. Le plus difficile avec l'IA, c'est qu'en fait, comme on en découvre tous les jours, c'est que la réglementation doit s'y adapter tous les jours. Et donc, du coup, ça demande beaucoup de prise de considération. En effet, c'est un sujet, l'IA, qui évolue énormément vite et qui, du coup, rend, que ce soit la législation d'un côté, peu importe que ce soit au niveau européen, américain, chinois ou autre, ça rend une grande complexité quant à ce sujet. J'ai l'impression que vous pourriez en parler encore pendant très très longtemps et peut-être donner des bonnes pratiques, etc. Malheureusement, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir continuer là-dessus. Mais par contre, comme vous le disiez ici, il y a aussi le côté, genre, il y a une évolution constante et forte et qui va assez vite. Et il y a une grande inquiétude aussi par rapport du coup aux métiers qui vont venir, les jobs qui seront perdus, est-ce qu'elles seront compensées par des jobs qui vont être créés? Et aussi la question plutôt, comment est-ce qu'on peut se former pour des jobs de demain qui n'existent pas encore, qu'on ne sait peut-être pas encore? Quelles sont les choses à prendre en compte pour les spectateurs, entre autres ici aujourd'hui, pour être au mieux préparés pour leur futur professionnel? Une très, très bonne question. Il
Globalement, oui, l'IA va remplacer des postes, oui, l'IA va en changer et il y a des prospectivistes qui font, des des, des analyses sur quels postes vont être créés. Il y a déjà des postes qui ont été créés. Quand vous regardez, par exemple, dans le quantique, dans le nucléaire, le fait même d'utiliser de l'IA, fait qu'il y a des postes d'ingénieurs, en IA quantique qui ont été créés. On ne peut pas se préparer à quelque chose qu'on ne connaît pas. Par contre, on peut se préparer à l'inconnu. Et là, en fait, on va toucher à la notion de compétence et à la notion de soft skills. Les soft skills les plus importantes dans tout le corpus qu'on va devoir finalement développer, c'est notre capacité à nous adapter et également à prendre du recul. C'est notre capacité d'esprit critique. C'est pas parce que j'ai demandé quelque chose à l'IA qu'elle a raison. C'est pas parce que j'ai fait une recherche sur Internet avec de l'IA qu'elle m'a tout donné. C'est pas parce que je dis à l'IA ce n'est pas correct et qu'elle me dit tu as raison, j'ai pas vu ça, qu'elle ne ment pas. Et donc, du coup, il va bien falloir faire la différence et remettre l'IA à la place qui doit être la sienne aujourd'hui. C'est un outil. C'est un outil qui peut faire de nous soit des personnes uniformisées, à partir du moment où je considère que ce que l'IA dit est vrai et que c'est, euh, c'est, excusez-moi l'expression, mes paroles d'évangile, globalement, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va plus réfléchir, on va travailler comme l'IA, on va perdre des compétences puisque l'IA fera à notre place et donc du coup, on va tous se ressembler puisque du coup, c'est l'IA qui le fera pour nous. Donc on ne fera plus rien d'intellectuel. L'autre aspect, c'est d'utiliser l'IA comme un outil. Plutôt que l'IA fasse pour moi, l'idée, c'est de se dire: «Comment je peux faire l'IA m'apprendre?» Et donc là, je remets l'IA dans sa posture d'outil, de coach et en fait, on devient un binôme et je deviens quelque part ce qu'on va appeler un humain augmenté. Je lui délègue peut-être des tâches, mais des tâches simples que je sais faire et je me challenge tout le temps à savoir refaire ces tâches. Par exemple, je peux lui dire: «Voici un mail que j'ai écrit, est-ce que tu peux analyser le ton et me dire ce qu'il en est?» Il va dire: «Bah, en fait, peut-être que l'email est, est avec un ton dur, peut-être que tu devrais» donc c'est un ton professionnel, «mais tu devrais peut-être l'adoucir» et au lieu de lui dire: «Propose-moi quelque chose», je vais dire: «OK, voici une deuxième version, est-ce que c'est mieux? Qu'est-ce que tu en penses?» Et donc vous voyez, je vais développer ma compétence de communication écrite en utilisant l'IA comme coach. Comme ça, je garde le savoir, mais je me développe avec l'IA. Ce qui va être important, c'est notre capacité d'adaptabilité, d'esprit critique et d'apprendre vite. L'IA va nous remplacer dans certains postes et dans d'autres, ce sont des personnes qui savent utiliser l'IA qui vont nous remplacer parce qu'elles évoluent avec leur temps. La question n'est plus de savoir si on y va ou si on n'y va pas. Bien sûr, tout le monde a le choix d'utiliser l'IA ou non. Toute entreprise a le choix d'implémenter de l'IA ou non. Maintenant, vous voulez rester dans la course, la question n'est pas est-ce que je vais? La question c'est comment j'y vais? Qu'est-ce que je considère? Où est la place de l'humain? Qu'est-ce qui a de la valeur dans ma structure? Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Et en tant qu'être humain, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi dans ce que je fais tous les jours? Et donc, bien sûr, pour demain. En effet, les questions autour de ce sujet ne vont pas arrêter de se construire. Je pense qu'en effet, c'était très très pertinent de rappeler que l'IA, c'est un outil qui peut nous aider, qui peut nous nourrir et qui peut nous aider à avancer, mais qu'il ne faut pas lui donner des capacités surhumaines, entre guillemets, ou de le craindre, ou de justement d'avoir hâte que ça se passe. Il faut le remettre à sa juste place avec le cadre qui va éventuellement se développer. En tout cas, votre réflexion quant à l'esprit critique m'a paru aussi très très pertinent et je tiens à vous remercier pour votre intervention de Paris, d'avoir pris le temps de nous appeler et d'appeler avec tous nos spectateurs ici aujourd'hui. Merci beaucoup et nous espérons peut-être encore avoir la chance de collaborer dans le futur. Plaisir, merci pour votre invitation. Et sur ce, je tiens à remercier tout le monde, tous les spectateurs qui ont été là aujourd'hui avec nous. Il y en a certains qui ont sûrement eu l'occasion de participer les 4 jours d'affilée ici avec nous. N'hésitez surtout pas à continuer à vous former autour de l'IA. Nous proposons des activités autour de ça. Il y a quelques formations qui existent déjà, dont une formation sur l'esprit critique, comment aborder, comment juger ou analyser des propositions de l'IA que vous recevrez. Et dans le futur, déjà maintenant et dans le futur, il y aura des formations sur le prompting, sur créer un chatbot et plein d'autres qui sont en cours de développement. Et dans le cadre de ces webinaires, comme vous le savez peut-être déjà, à partir de septembre, nous allons faire les Flash IA qui seront chaque mois un webinaire d'1 heure, plus ou moins comme aujourd'hui,
où nous allons creuser avec un expert, avec un start-up ou un utilisateur des outils de l'IA ou des nouvelles façons de voir l'IA ensemble. Nous vous invitons à nous bien suivre sur les réseaux pour savoir quand ça sortira. Mais en tout cas, d'ici là, nous vous souhaitons bonne chance avec l'IA et à bientôt, j'espère.